Jean-François, un mot avant que Jean-Paul Delevoye s'exprime au pupitre. Un mot sur sa présence sur cette scène. Alors, d'abord, juste avant de remercier Jean-Paul Delevoye, je voudrais dire que j'espère que vous avez vu une table ronde qui était une vraie table ronde. Oui, passionnante et passionnée. Je pense que, pour une fois, on n'a pas eu de langue de bois. Je pense qu'en plus, les avis se sont croisés. En tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait certains chemins qui pouvaient être communs. Et j'y vois la possibilité d'une construction intéressante. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié les débats vifs, animés, passionnés, mais constructifs. Alors, bien sûr, dans ce contexte-là, accueillir le président du Conseil économique et social environnemental, pour moi, est un grand plaisir. Vous connaissez tous cette institution essentielle de notre République. Je remercie vraiment son président. Merci Jean-Paul Delevoye d'être avec nous aujourd'hui pour clore les débats. Je crois que c'est intéressant pour les chefs d'entreprise que nous sommes d'avoir une vision un peu globale de cet environnement, l'aménagement du territoire, le logement, nos citoyens au milieu de tous ces débats. Qu'en pense le Conseil économique et social? Merci Jean-Paul. Eh bien, le président va nous répondre. Je vous invite peut-être à rejoindre le pupitre si vous le souhaitez. Autant Non. rester comme tout le monde. Bien, Monsieur le Président, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais je crois que votre congrès reflète en réalité une situation tout à fait paradoxale, tout à fait exaltante en même temps de notre pays. Nous sommes dans un moment, et je le dis parce que je connais un peu la tension, d'une société qui est déboussolée, qui se demande où elle va et qui s'interroge sur la capacité des décideurs de savoir s'ils ont une capacité de peser sur le destin. Quand vous êtes dans cette situation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité, d'un État ou d'un continent, les sentiments deviennent des ressentiments. Et nous sentons bien dans notre société aujourd'hui monter un certain nombre de tensions. La deuxième observation, lorsque j'étais médiateur de la République, et ça rejoint une partie de vos préoccupations, j'indiquais qu'il y avait entre 12 et 15 millions de personnes qui, à la fin du mois, se retrouvaient avec 50 ou 150 euros par mois. Et nous voyons exploser dans les départements les dossiers de surendettement des personnes retraitées et des jeunes. Esther Duflo, que j'avais reçue et qui était la conseillère de M. Obama, qui a fait un remarquable ouvrage sur Repenser la pauvreté, indiquait d'une formule sèche mais troublante, on ne défend les valeurs de la République que quand on a le ventre plein. Et donc aujourd'hui, dans votre relation propriétaire-bailleur, lorsque votre locataire est sous la pression des huissiers, de l'incapacité de se soigner, d'élever ses enfants, la survie l'incite à ne pas forcément respecter les règles. Le troisième élément, c'est que je crois que nous ne sommes pas en situation de crise, nous sommes en situation de métamorphose. Quand on est en crise, et on est en crise financière, sociale, économique, chômage, quand on sort de la crise, on retrouve la situation ex ante. C'est la troisième fois que dans l'histoire de l'humanité se mélange une transformation extraordinaire d'un changement de mode d'énergie et d'un changement de mode de communication. Au XIXe siècle, quand on est passé du cheval-vapeur à l'électricité avec l'imprimerie, on a mis l'industrie textile qui a complètement bouleversé la géopolitique du monde. Les énergies renouvelables et l'Internet vont complètement bouleverser la société de demain. Ce qui convient à dire qu'au-delà, et j'entendais dans vos débats, au-delà d'un choc de compétitivité, ce dont nous avons absolument besoin, c'est d'un choc culturel. Et c'est quelque chose de difficile parce que vous-même, dans votre profession, vous défendez légitimement vos intérêts. Que le politique essaie de préserver son électorat.
et que nous sommes dans la dictature du court terme, dont l'urgence a tendance à tuer le futur. L'inversion culturelle à laquelle j'aspire, c'est de tourner le dos à notre philosophie judéo-chrétienne qui consiste à dire que l'avenir, c'est la projection du présent. C'est-à-dire ce que vous pesez en termes d'équation, en termes de cartésianisme, si vous le projetez, vous êtes à peu près sûr de construire votre avenir. Nous sommes dans une démarche fondamentalement différente. Si vous êtes en métamorphose, le futur est la contestation du présent. Et je crois que dans des débats et dans des rencontres comme les vôtres, entre les politiques et vos professions, je vois bien la défense des intérêts, la préservation de la rentabilité des capitaux investis pour les uns, la capacité de solvabilisation pour les autres. La vraie question, est-ce que vos schémas anciens correspondent à l'exigence de demain? Et c'est une question difficile parce qu'à la tête de votre organisme, à la tête d'un parti politique, à la tête d'un syndicat, est-ce que je peux faire preuve de suffisamment d'objectivité, d'honnêteté, de lucidité pour accepter d'ouvrir un débat dont une des finalités ou des conclusions sera peut-être la remise en cause de l'organisme duquel je tire ma présidence, ma rémunération, mon statut. Et je voudrais vous inviter, après ce constat, à de l'exaltation. Parce qu'en réalité, le futur s'écrit, s'invente. La force de l'Allemagne, c'est le respect du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est l'innovation et la créativité. Et un des sujets sur lequel, au CESE, nous souhaitons travailler, c'est comment se fait-il que la richesse de la France, qui est donc sa capacité d'inventer, d'innover, qui est la capacité de peser demain dans le monde futur, qui est en métamorphose, donc l'innovation est d'abord la contestation du présent. Et nous voyons bien plus il y a de tentatives d'innovation, plus on est en train de vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Parce que nous avons aussi à modifier nos modes de gouvernance et nos modes de pouvoir. La France est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir qu'à l'exercice du pouvoir. Et on tire son pouvoir quand on n'a pas de sous à la capacité de dire non et au contrôle. Or, la question de fond aujourd'hui dans une société horizontale, ce n'est pas le contrôle, c'est la régulation. Et je reviendrai sur cette notion de régulation publique qui consiste à essayer de concilier en même temps l'intérêt des bailleurs, l'intérêt des locataires, dans un moment où il y a une donnée nouvelle, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je la livre en tout cas à votre réflexion, c'est que ma conviction, c'est que nous ne sommes plus dans des taux de croissance. Je n'ai jamais cru au taux de croissance, ni de M. Sarkozy, ni de M. Hollande. C'est des taux de croissance qu'on affiche pour boucler le budget. Et ce qui est tout à fait intéressant dans la période dans laquelle nous vivons, c'est que la réalité finit par s'imposer à la France. Nous sommes tous, les uns et les autres, en train de voir se déchirer sous nos yeux le réseau et le rideau de nos hypocrisies. Et tous nos mythes républicains sont en train de s'effondrer les uns après les autres et nous imposent de regarder la réalité en face. L'école de la République, c'est l'école de l'égalité des chances. C'est l'école pour les élites. Et on vire les élèves qui sont en échec. La mixité sociale, eh bien on est en train de voir cohabiter les quartiers pauvres et les quartiers riches. Les quartiers africains, les quartiers latins, les quartiers chinois. Ça explose. Et on n'est plus dans une société melting pot, on est dans une société salad bowl. Chacun cohabite. Notre société républicaine n'offre pas l'emploi pour tous. Quand j'ai pas de sous, je vais travailler au black. Et l'économie parallèle est en train d'assurer le paiement de vos loyers. Je crois donc que c'est un moment tout à fait intéressant où on peut se reposer des questions fondamentales. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord avec cette analyse, selon laquelle ma conviction, c'est que nous sommes rentrés dans un train de croissance faible de 1 à 1,5% sur les 10 ou 15 années qui viennent. Ça n'est pas un drame, c'est une réalité. La vraie question, c'est comment on s'adapte à ce type de croissance. À ce niveau de croissance, le travail ne peut pas payer la santé et la retraite. Réfléchissons.
à la problématique du financement de la retraite ou de la santé. Et affichons les principes. Moi, ma conviction est claire, le travail doit payer la retraite, la santé doit être payée par la CSG. Au passage, si vous faites un peu de TVA sociale, vous réglez le problème des travailleurs détachés. Le second élément, c'est qu'à ce niveau de croissance, vous ne créez pas de l'emploi pour tous. Est-ce qu'on crée une activité pour tous? À ce niveau de croissance, à 4%, je double mon pouvoir d'achat en 20 ans. À 1%, je le double en 70 ans. Ça veut dire que notre génération qui était obnubilée par l'acquisition, la génération qui monte ne pourra plus acquérir, elle sera locataire. Comment donc faire en sorte que dans cette société, nous ayons un nouveau regard à l'activité, un nouveau regard à la pauvreté, un nouveau regard aux biens non matériels? Et l'on voit bien que dans votre problématique du logement, comme dans la problématique de l'emploi, comme dans la problématique de la santé, nous devons revisiter nos objectifs politiques. Santé, ça n'est pas soigner, c'est éviter de tomber malade. L'emploi, c'est qu'on soit dans le milieu économique ou dans le milieu non économique, si le travail est un outil de socialisation et de préservation de la dignité, les Anglais ont deux mots, labor et work. Le travail qui donne un contrat, une rémunération, un statut social. Et quand on n'est pas dans l'entreprise, l'activité qui vous donne une dignité, parce que vous êtes responsable. Et le logement, c'est comment éviter d'avoir aujourd'hui une mécanique nouvelle d'exclusion. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons aussi à aider. Je suis quelqu'un qui est obnubilé par la restauration du politique et la restauration du syndicalisme. En métamorphose, la conduite du changement est aussi importante que le cap du changement. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, depuis quelques années, et ce n'est pas lié uniquement à ce gouvernement, nos politiques ont l'obsession du court terme sur les échéances électorales et ont des stratégies pour gagner des électeurs, même si on perd des citoyens. La seconde, c'est que vous êtes soumis à la dictature des actionnaires, ou vous êtes soumis à la présentation des bilans à 3 mois, quand votre stratégie est forcément du moyen et du long terme. Et donc nous devons être attentifs à permettre à nouveau aux politiques, dans un moment où je reviendrai, je donne un peu cette ambiance générale, parce que là vous avez un facteur important à jouer. Nous sommes, sur le plan sociologique, à un moment très particulier. Nos sociétés se construisent autour de 3 grands sentiments, mais c'est vrai aussi pour vos entreprises. Les espérances, les peurs et les humiliations. Nous sommes dans un moment très particulier où les espérances collectives ont disparu. La chute du mur de Berlin a fait disparaître le mythe du communisme et la chute de Lehman Brothers a fait disparaître le mythe du capitalisme avec l'autorégulation du marché. Et le capitalisme a perdu son meilleur adversaire, qui était le communisme. Il a perdu aujourd'hui ses maîtres. Et nous sommes dans un moment tout à fait étonnant de voir que sur le commerce international, le transfert et l'échange de marchandises physiques ne représentent par jour que 2% des échanges financiers. Donc notre mécanique mondiale n'est plus une mécanique commerciale, c'est une mécanique financière. Les espérances religieuses sont aujourd'hui soit captées par les intégrismes, soit reculent sur le poids des sciences. Et les espérances politiques apparaissent plus comme des stratégies de conquête du pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société. Comment remettre le logement, l'emploi, la santé au cœur d'un projet de société? Lorsque vous avez répondu à un investissement collectif dans les années 60, c'était avec un projet de société qui consistait à loger tous les ouvriers, tous les gens qui venaient de l'extérieur pour alimenter la main-d'œuvre industrielle et à construire une ville autour d'une socialisation par le travail et le logement,
avec des perspectives de sécurité sociale, dont je rappelle qu'à la guerre 1945, la sécurité sociale ne remboursait pas les médicaments, mais ne remboursait que la perte de salaire liée à la maladie. Et nous voyons bien à quel point aujourd'hui, vous êtes au cœur d'une formidable opportunité politique de pouvoir redonner une espérance de logement, non pas sur l'aspect quantitatif mètre carré, mais comment permettre, par un parcours qui passe par un logement, par une activité, par une santé, de passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement, de la société de l'acquisition à la société du partage, de la société du bien à la société du lien. La résilience sociétale à laquelle nous sommes confrontés. On travaille avec Boris Cyrulnik, travaille là-dessus, les Japonais, comment ils dépassent le drame de Fukushima avec la perte du nucléaire, les Norvégiens, le traumatisme de voir en leur sein un meurtrier comme Breivik. La société française, découvrant que la splendeur de son passé ne garantit pas la splendeur de son avenir, et que nous venons de basculer brutalement du burn-out que je dénonçais, qui était un stress psychique individuel, à une inquiétude collective. Depuis quelques mois, je ne cesse de tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, nous sommes tous, en France, en train de basculer dans une inquiétude collective alimentée par deux facteurs, la peur du déclassement de la classe moyenne et l'avenir bouché pour la jeunesse, qui considère que son avenir est à l'étranger et non pas en France. Quand il n'y a plus ces espérances collectives, la place est ouverte pour celles et ceux qui gèrent les peurs. La peur du lendemain, la peur de l'étranger, la peur de l'autre, la peur du capital pour la gauche et la peur du social pour la droite. Mais pire encore, parce que la gestion des peurs est possible. Et pire encore, c'est la gestion des humiliations. Humiliation de quelqu'un qui est à Bac plus 7 payé au SMIC, de quelqu'un à 40 ans qui perd son emploi, d'un propriétaire qui ne récupère pas son loyer, d'un locataire qui se sent expulsé, d'une société qui exclut avec un discours d'inclusion. La révolte des esprits est toujours guidée par une espérance alternative. La révolte des affamés et des humiliés est ingérable parce qu'elle se nourrit par la désespérance. Et nous sommes dans un moment charnière de notre République, où l'on sent bien que toutes celles et ceux qui sont dans une profession, dans une situation, se sentent dans une situation de potentialité précaire. Et de se dire, mais c'est dur d'être pauvre dans un pays riche, c'est dur de ne plus avoir d'espérance dans un pays qui a cultivé le siècle des Lumières. Et comment expliquer que nous qui maîtrisons toutes les technologies, nous soyons à ce point réduits d'admettre un échec et un décrochage entre la performance économique et la performance sociale. Et je crois qu'en réalité, il faut inverser les choses. Je suis persuadé pour ma part que si l'on donne un choc culturel et des méthodes nouvelles, on peut particulièrement s'en sortir. Et je vous en donne 3 que j'essaie d'instiller au Conseil économique, social et environnemental, dont je vous rappelle qu'il rassemble la totalité des acteurs syndicaux, patronaux, mais aussi les jeunes, la parité et les représentants environnementalistes. Lorsque je suis arrivé, je leur ai dit, et j'entendais dans la table ronde précédente, soyons la maison du futur, la maison du temps long. Toutes nos décisions aujourd'hui devraient être prises par rapport à une vision, par rapport à un projet. Or, l'on voit bien que vous, dans l'immobilier, qui êtes pourtant dans une nécessité du temps long, rotation lente des capitaux, procédures longues, etc., vous n'êtes en réalité coincé que par le court terme, le contentieux, etc., etc. Quelle vision ont les élus de leur territoire? Quelle vision ont-ils
de l'adéquation entre le bureau, l'économique, le locataire, etc., etc. Et l'on voit bien la nécessité qu'il y a de réfléchir à cette capacité prospective, alors que chaque maire estime qu'il tire son pouvoir de la maîtrise du foncier. En réalité, demain, il tirera la pérennité de son constat si les gens sont heureux de vivre sur sa commune. Que nous rentrons dans une économie de service et non plus de production. Et qu'aujourd'hui, produire des logements m'intéresse moins que les services qu'apportent ces logements en termes de socialisation, de qualité de vie, etc., etc., etc. La deuxième chose, et là, c'est complètement un choc culturel pour la France. Lorsque les Américains et les Français ont gagné la guerre en 1945, ils ont estimé qu'il fallait affaiblir l'Allemagne et qu'il ne fallait plus que l'Allemagne choisisse un dictateur et que l'État allemand soit fort. Ils ont augmenté la puissance des Länder et ils ont coincé la décision politique par l'approbation au préalable de l'accord syndical et de l'accord patronal. Nous sommes souvent très perplexes devant l'absence de réactivité de Mme Merkel. Personne ne sait en France que Mme Merkel n'a pas le droit de s'exprimer elle-même sur un certain nombre de sujets lourds, comme l'économie, si elle n'a pas d'accord avant l'accord de son ministre de l'économie et des finances, ou parfois, sur certains sujets, l'accord du patronat et des syndicats. Mais ce qui devait faire la faiblesse de l'Allemagne en fait aujourd'hui sa force. Et comme nous avons des acteurs politiques et syndicaux faibles, quand on est faible, qu'on a une identité faible, on ne se construit que dans le conflit. Alors que la conduite de la métamorphose ne se construit que dans le dialogue. Comment faire en sorte que le CESE puisse être la maison du dialogue? Comment faire en sorte qu'en France, nous puissions avoir un débat responsable entre l'opposition et la majorité, entre les professionnels et les administrations, pour avoir le temps nécessaire d'élaborer, de passer d'un conflit d'intérêts à une communauté d'intérêts, en posant les vraies questions. Les vraies questions de votre profession, c'est comment rentabiliser les capitaux investis. Au moment où il n'y a plus de capitaux publics, l'épargne privée est plus nécessaire que jamais, mais l'épargne privée ne viendra que s'il y a un retour d'investissement des capitaux, mais que si la rentabilité est trop forte et qu'elle précarise ceux qui subissent cette rentabilité, ça ne marchera pas. Si, on le voit bien aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, si la variable d'ajustement est le salaire et l'emploi, ça crée des tensions redoutables. Si la variable d'ajustement est l'environnement, ça créera des... Et aucun système économique, aucun système politique ne pourra se construire sur la désespérance des hommes ou la désespérance environnementale. Donc comment essayer de faire en sorte de pouvoir retrouver une culture du dialogue qui fait qu'effectivement, autour d'une table, on ne soit plus dans la posture. Ce qui est dramatique, et moi je suis malheureux par mes amis politiques, c'est que l'alternance que nous avons vécue, ce n'est pas M. Hollande qui a gagné, c'est M. Sarkozy qui a perdu. Et les gens ont dit, ah, le méchant Sarkozy est parti, le gentil Hollande est arrivé, manque de peau, le gentil Hollande, il est aussi méchant que Sarkozy. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que les gens ont vu arriver au pouvoir des hommes et des femmes qui prennent des décisions qui étaient le contraire de ce qu'ils combattaient la veille. Et ils ont vu arriver dans l'opposition des gens qui disent le contraire de ce qu'ils étaient quand ils étaient au gouvernement. Et donc, les gens se disent, mais il n'y a plus de convictions politiques, il n'y a plus que des postures politiques. Or, je crois qu'il faut que nous reconstruisions des idéologies politiques et des visions politiques. Et qu'il ne s'agit pas d'être contre parce qu'on n'est pas dans le même bord. Je crois donc qu'il faut que nous retrouvions ce qui est au cœur de votre préoccupation, l'adhésion à des causes par rapport à des intérêts. Quand le peuple défend des intérêts, il se déchire. Quand il défend une cause, il se transcende. Et aujourd'hui, revenir sur le fait que le logement n'est pas un secteur économique seulement. Ce n'est pas une capacité de mobiliser de l'épargne privée, c'est d'abord et avant tout un enjeu de société et de stabilisation de la société. Et comme l'emploi, comme l'environnement, nous voyons là, à ce moment-là, une formidable capacité de peut-être d'ouvrir un certain nombre de chantiers qui permettent, cette phrase d'Elie Wiesel me trotte en permanence. Elie Wiesel me disait, quand je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « est-ce que tu as posé la bonne question ?»
Et l'on voit bien que nous sommes dans un moment où nous avons besoin du politique, mais où le politique préfère le confort des réponses à l'inconfort des questions. Et que l'on a souvent des débats politiques sur les conséquences et jamais sur les objectifs. Et on voit bien d'ailleurs, hein, si vous faites la TVA, c'est 400 millions. Et on est dans une situation où c'est le comptable qui parle, c'est pas le patron. Dans des entreprises en difficulté, c'est ni le commercial ni le comptable qui doivent parler, c'est le patron. Et le patron, il a pour but de créer une espérance et de rendre possible ce qui paraît impossible. À condition qu'on revisite et qu'on se pose la question. Si c'est un problème du foncier, et on sait que c'est un problème du foncier, comment faire en sorte de concilier la liberté de la propriété privée, jusqu'où doit-elle aller, par rapport à l'intérêt public? Et l'on voit bien qu'il y aura forcément des limites, et que l'autorégulation de la propriété privée ne pourra pas marcher par rapport à cette exigence de politique publique. On voit bien que la politique de la norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux profs de respecter les programmes plus que les élèves, et les professionnels de l'immobilier de respecter les normes plus que les marchés. Et quand on construit des maisons de retraite, on a des maisons de retraite à 2 500 € quand le niveau moyen de retraite est à 900 €. Qui paye? Et on dit on veut des logements 100% handicapés quand il n'y a que 10% de la population handicapée. Ce qu'on ne peut pas imaginer de dire je veux que chaque handicapé ait droit à 100% à un logement adapté à ces normes, y compris peut-être avec des domotiques très fortes. Et l'on voit bien que l'on est en train de devoir passer non plus d'une gestion d'une situation à la gestion d'un parcours. Or, on voit bien que dans votre problématique immobilière, ce qui rassure complètement notre esprit cartésien, c'est que quand vous allez dans un logement, c'est que vous êtes classé par revenu, par situation maritale, nombre d'enfants, nombre de trucs, etc. Et qu'on n'épouse pas votre parcours. Donc moi, je pose par exemple une équation. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la capacité d'imaginer un parcours professionnel pour quelqu'un qui pourra peut-être changer de région et qui est dans le traumatisme lorsqu'il est propriétaire? Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut concilier une location professionnelle qui n'interdirait pas d'avoir accès ou d'acquérir des droits pour permettre, quand on est en retraite et que là, il faut maîtriser les charges, d'avoir accès à des droits qui permettent de peser sur la propriété? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on ne peut pas lancer aussi l'innovation? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des plans ou des schémas ou des appels d'offres par objectif et non pas par prédétermination d'une réponse? Donc, je m'aperçois que je suis un peu long et je m'en excuse, mais je voudrais dire que je comprends totalement votre énervement parfois, parce que vous avez l'impression d'être incompris. Vous mettez l'accent sur le fait que nous sommes en France dans des secteurs qui ne se parlent pas. Les universitaires ne parlent pas aux politiques, les politiques ne parlent pas aux religieux, les religieux ne parlent pas, etc. Nous devons inventer des instances de concertation et de partenariat. Vous mettez en place un bail solidaire. Pourquoi pas? J'en sais rien. Fixons au départ les règles, mettons des zones d'expérimentation, évaluons. Ça marche pas. Moi, j'avais dit à Madame Duflot, vous voulez régler l'urgence à Paris avec des règles qui feront que vous réglez l'urgence dans 15 ans, c'est-à-dire qu'elle sera toujours urgente. Pourquoi on ne met pas des logements modulaires? Et immédiatement, je reçois toute une série de propositions de professionnels qui me disent, Monsieur Delevoye, en 6 mois, on règle le problème des travailleurs pauvres, avec toute une série de dispositions. Et la question, oui, mais la question, obligeons les politiques à dire, est-ce que vous souhaitez ne pas régler le problème parce que vous préférez respecter les normes, ou est-ce que vous sortez par dérogation des normes pour respecter les gens? C'est la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire... Oui, mais on est tous concernés dans cette affaire. Parce qu'on vote en fonction de l'intérêt qu'a le politique de préserver nos niches fiscales, etc., etc. Donc on a tous notre examen de conscience à faire. On est dans un État que l'on a voulu nous-mêmes, qui est un mythe qui rassemble nos intérêts. Donc, et on fait du lobbying pour essayer d'obtenir une niche fiscale, etc., etc. Il faut qu'on sorte de cela. Notre avenir est en jeu. Et moi, je vous fais le pari que si nous arrivions à mettre en place des espérances en disant « Ok, tentons, osons ». Nous sommes dans un pays qui n'ose plus. Nous sommes dans un pays où le progrès apparaît comme un facteur de risque et non pas comme un facteur d'opportunité, au moment où nos entreprises n'ont jamais eu autant d'imagination. Et moi, la colère que je ressens en Bretagne, un peu partout,
c'est quelque chose d'extraordinairement positif parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'énergie. Que si on la libère pour une direction nouvelle, ça peut être formidable. Si on ne l'écoute pas, ça peut être destructeur. Et nous sommes dans ce moment où il faut que les politiques se saisissent de cette opportunité, que nous avons des professionnels, des citoyens qui sont prêts à tenter, à imaginer. Il n'y a jamais eu autant de fertilité sur le terrain. Il n'y a jamais eu autant de start-up. Dans les laboratoires universitaires, vous n'imaginez pas le nombre d'initiatives qu'il y a. Et quand on additionne tous les optimismes locaux, vous arrivez à Paris, vous arrivez à un pessimisme national. Paradoxe français. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire en sorte que notre société ne soit plus une société de méfiance. Le politique se méfie des professionnels de l'immobilier parce que forcément, ils gagnent trop d'argent. Le professionnel de l'immobilier se méfie des locataires pauvres parce que forcément, ils ne vont pas payer. Eh bien, aujourd'hui, on a des équations extraordinaires. Younous prête de l'argent à des gens qui ne peuvent pas rembourser et gagne sa croûte. J'ai fait venir au CESE le président de la République pour entendre 7 entrepreneurs qui ont des réussites économiques sur des équations impossibles. Un jeune qui a une agence de voyage pour des handicapés. Une jeune dame qui met le triporteur, 40 millions de kilomètres, 15 pays. Un monsieur qui reprend une aciérie, 2 fois de faillite par fonds de pension américaine. Il recrée avec une scope 120 emplois. Donc aujourd'hui, tout est possible, à condition qu'au départ, on ne rende pas ces conditions impossibles. Et je crois qu'effectivement, l'appel que vous faites aux politiques, ce n'est pas d'encadrer, ce n'est pas de réglementer, c'est d'oser. D'oser avec des règles, parce que tout n'est pas possible. Mais en même temps, nous devons aujourd'hui retrouver cet enthousiasme de l'innovation, cet enthousiasme du futur. Et je sais que vous avez un certain nombre de propositions. Et donc, il faut aider les politiques à leur dire « Allez sur le terrain, faites des dérogations, des zones expérimentales et laissez entreprendre ». Avec, évidemment, un contrat d'objectifs, une évaluation précise pour préserver l'éthique et la déontologie. Et puis je terminerai simplement sur le fait que je sais que vous avez aussi, je n'ai pas entendu ça dans la table ronde, mais je sais que c'est au cœur de vos préoccupations. Nous sommes dans une société où chacun se méfie de ceux qui ont le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en France, on préfère, je l'ai dit tout à l'heure, la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Et lorsque Confucius posait la question, répondait à un disciple qui lui disait « Mais quelle est la force d'un pays ?» Il disait « Les armes pour se défendre, les vivres pour nourrir le peuple et la confiance du peuple dans les élites. » Et il disait quelle est la force la plus importante ? La confiance du peuple dans les élites. Nous sommes dans un moment très difficile où nous n'avons plus confiance ni dans la parole publique, ni dans les élites. Et la population n'a pas confiance envers celles et ceux qui réussissent. Nous avons plus que jamais besoin d'être exemplaires dès qu'on a une parcelle de pouvoir. Le crédit passera par la transparence, passera par l'éthique, passera par l'exemplarité. Et nous devons absolument réfléchir si cette formidable opportunité que nous offre le numérique ne perpète pas non plus à un certain nombre d'acteurs qui prendraient un titre qui pourrait leur donner un certain crédit et qui se comporteraient de façon extrêmement frauduleuse. Il faut que nous réfléchissions à ce crédit de la parole publique, à cette labellisation des professionnels, où vous n'êtes pas professionnel de l'immobilier, vous êtes un garant de l'éthique et du respect du locataire comme celui du propriétaire. Et donc notre société doit retrouver le sens de la régulation, le sens de l'équilibre, le sens de l'exemplarité, le sens de l'équité. Et je vous fais mon pari, Monsieur le Président, qu'en très peu de temps, des tas de chantiers nouveaux apparaîtraient. Et quand je reviens sur l'éthique et l'équité et l'exemplarité, c'est aussi sur la gestion des contentieux. Je crois qu'effectivement, il faut que nous disions aux politiques, est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que c'est le juge qui décide ? Aucun juge n'a envie de décider à la place du politique. Aucun. Et paradoxalement, c'est le politique qui aujourd'hui est enfermé dans une double contradiction. Il nourrit par l'absence de débat politique le populisme qu'il entend combattre, et il nourrit par cette inflation de normes et de législation un contentieux qu'il entend combattre, et il croit remplacer par la loi, par une morale collective, le recul de la morale individuelle. Et je crois que le combat que nous devons mener, au travers du logement, au travers de la santé, au travers du travail, c'est comment reconstruire une espérance collective. Elle passera par une espérance individuelle,
quand quelqu'un sait qu'il pourra avoir un logement, il aura une formidable énergie à mettre au service de la société. Et je crois que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir pour retrouver l'enthousiasme dans un pays qui en manque aujourd'hui. Ce qui est le plus frappant, c'est l'auditoire, je crois. C'est la réponse. Je crois que vous avez dit, Monsieur le Président, des choses essentielles à la vie de chaque individu, à la vie de chacun d'entre nous. Revenir aux bases fondamentales, c'est vraiment la source, c'est la source de l'eau pure. Et je crois que chacun s'est reconnu dans vos propos à un moment ou à un autre, mais en tout cas a bien compris que ce qui nous préoccupe aujourd'hui doit être vu avec un autre regard. Et je crois que changement, innovation, mutation, métamorphose, la réponse, c'est osons. Vous l'avez dit, je vous remercie de l'avoir dit. Je crois vraiment que c'est un message d'espoir. De toute façon, notre société est en mutation. Nous ne ferons pas autrement. Donc ce changement, nous n'allons faire plus que l'accompagner, nous allons le construire. Merci.